Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, avant de commencer ce dernier cours d'EMC consacré à la défense nationale et de procéder à la correction des différentes études de documents, une petite histoire de Nasreddin qui est probablement la plus drôle euh, que nous allons lire depuis que nous avons commencé à raconter les histoires de Nasreddin. Une histoire finalement qui nous apprend que parfois, quand on veut gagner gros, il faut accepter de perdre un petit peu. Alors ça s'intitule Le Pari. Nasreddin organisa un soir une grande fête chez lui. Il invita des musiciens et des danseurs et égorgea 3 moutons pour régaler ses amis. La nouvelle arriva le lendemain aux oreilles du calife, qui l'envoya chercher. Dis-moi, Nasreddin, d'où te vient tout cet argent pour organiser une grande fête dans ta maison? Je parie, émir des croyants, je parie et je gagne à chaque fois. Tu prétends gagner tous tes paris? Effectivement. Et quel genre de pari tiens-tu d'habitude? Tout et n'importe quoi. Veux-tu parier avec moi 10 dinars? Avec plaisir. Alors choisis ton pari. Disons que demain matin, tu te réveilleras avec une marque sur la fesse droite. Le lendemain matin, le calife se réveilla, se précipita devant le miroir et ne remarqua aucune tache. Il envoya chercher Nasreddin et lui annonça qu'il avait perdu son pari. Nasreddin demanda à vérifier avant de payer, et le calife baissa rapidement son pantalon et montra ses fesses. Nasreddin paya les 10 dinars et rentra chez lui pour organiser une fête plus grandiose encore que la première. Le lendemain, le calife le convoqua et lui demanda les raisons de cette nouvelle fête. C'est simple, émir des croyants, j'ai encore gagné un pari. C'est un mensonge, Nasreddin. Tu sais bien que tu as perdu. Ah, j'ai perdu 10 dinars contre toi. Mais j'en ai gagné 100 contre ton vizir. Et qu'as-tu parié avec mon vizir? J'ai parié que s'il se cachait le matin très tôt dans la salle d'audience, il te verrait en train de me montrer tes fesses. Voilà, bon, j'adore Nasreddin. J'adore Nasreddin. Alors, tout de suite, correction des différentes études de documents. Alors déjà, cette fiche sur finalement les 3 étapes du parcours citoyen. Mais la première étape où c'est au collège-lycée, quand pendant les temps d'enseignement de MC, notamment en 3e et en lycée ensuite, le recensement qui, les jeunes à partir de 16 ans ou à leur mairie, pourquoi? Pour s'inscrire sur les listes électorales et se faire recenser. La journée défense citoyenne ou dans la caserne la plus proche du domicile, qui, les jeunes juste avant leurs 18 ans, quand l'année qui précède les 18 ans du jeune. Pourquoi? Eh bien pour créer un lien entre le jeune et l'armée. Et aussi, voilà, c'est pour faire une sorte d'équivalent de service militaire qu'une fois dans sa vie, le jeune soit rentré en contact avec l'armée, puisse voir à quoi sert l'armée, quelles sont ses fonctions, et aussi c'est l'occasion de lui donner un certain nombre d'informations, comme on va le voir. Parce que là, on est consacré uniquement effectivement à l'organisation d'une journée défense citoyenne. Alors que fait-on le matin? Généralement le matin, on vous accueille avec des croissants et des chocolatines. J'insiste sur le chocolatine, nous sommes ici dans le sud-ouest. Ensuite, on présente un petit peu l'objectif de la responsabilité du citoyen, les enjeux de défense, en gros ce que l'on voit là. On présente enfin qu'est-ce qu'est le service civique, les façons dont chaque jeune peut s'investir dans la vie de la nation, les différentes formes d'engagement dans l'armée et en tant que réserviste. Et la matinée se termine avec un test de compréhension du français où on voit le niveau de compréhension et de rédaction, puisqu'il y a une sorte de dictée des candidats. Ensuite, il y a un déjeuner. Alors ça, l'armée en est très très fière parce qu'ils vous font généralement un super repas qui est offert.
N'oublions pas que voilà, le but aussi de l'armée, c'est de se présenter sous son meilleur jour pendant cette journée-là. Hein. Et ensuite, l'après-midi, vous avez une information jeunesse citoyenne où on vous sensibilise à la sécurité routière, par exemple, aux différents dons du sang, dons de moelle osseuse, etc. Et éventuellement, on vous fait une visite des installations militaires. Très important, en fin de soirée, on vous remet un certificat de participation à la JDC qui est obligatoire pour s'inscrire aux examens et concours organisés par la France. Donc le CAP, le baccalauréat, le permis de conduire. Si vous n'avez pas votre certificat de participation à la JDC, vous ne pouvez pas vous y inscrire. Donc du coup, cette participation, elle est obligatoire et un individu qui refuserait de la faire serait bloqué ensuite dans tout un tas d'étapes de sa vie future. Donc maintenant, nous allons voir la troisième partie de ce cours, les engagements européens et internationaux de la France, à travers 3 études de documents que nous synthétiserons ensuite pour construire le cours. Alors, tout d'abord, la défense nationale, assurer la sécurité de la France. Alors, l'enjeu ici, c'est de voir en quoi la France, alors que c'est un pays en paix, elle a besoin d'une armée, et quel est le rôle des armées de terre, de l'air et de la marine dans la défense du territoire national. Alors, ce que l'on voit à travers ce document, c'est que même si la France n'est pas en guerre contre un autre État, le monde actuel est instable et cela pèse sur la sécurité des États. Par exemple, la menace terroriste oblige la France à mettre en place ce qu'elle appelle l'opération Sentinelle, visant à protéger des lieux sensibles, musées, lieux de culte, préfectures, etc. Elle est là aussi pour intervenir lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou industrielles. Besoin d'évacuation de personnes, c'est par exemple là l'armée de terre et aussi l'armée de l'air, voire la marine dans les territoires d'outre-mer qui peuvent être amenés à intervenir. S'il y a un cyclone sur une île, eh bien on va envoyer l'armée de l'air pour ravitailler la population. S'il faut envoyer un grand nombre de marchandises, même là on peut envoyer la marine, etc. Elle sert aussi à garantir le respect des frontières, c'est-à-dire que des individus rentrent sur le territoire français, voire européen, parce que du fait de l'espace Schengen, si vous êtes dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez aller dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne sans contrôle. Et bien du coup, l'armée française et notamment la marine contribuent aux patrouilles en Méditerranée pour lutter contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire le fait de rentrer de manière illégale, sans visa, dans le territoire européen. Lutter aussi contre les pollutions, le trafic de drogue. Donc, ces opérations sont variées, mais elles visent toutes à assurer la défense des Français, parce que derrière le trafic de drogue, eh bien, c'est que la drogue est un danger de santé publique aussi. Et on peut distinguer des missions qui vont être ponctuelles pour répondre à un événement, une catastrophe, c'est le cas là, ou des missions qui sont permanentes parce que la menace est permanente. Ça est le cas par exemple de l'opération Sentinelle. L'opération Sentinelle, elle sera probablement amenée à durer pour des années, des années et des années. Tant qu'il y a un risque réel d'attentat terroriste, il n'y a pas de raison que l'opération Sentinelle soit arrêtée. Alors que quand il s'agit d'intervenir face à une catastrophe, ou quand il faut par exemple, là dans le cas du Covid-19, transférer des patients d'une région où les hôpitaux sont surchargés vers d'autres régions, eh bien là c'est l'armée de l'air qui le fait. Mais ça va être une opération ponctuelle. Alors maintenant, les engagements européens. Alors il y a la lutte
contre la piraterie au large de la Somalie, ça c'est l'opération Atalante, dont on a parlé un petit peu dans cette première vidéo, et je vous invite à consulter le hors-sujet consacré à la piraterie. Mais plus largement, en fait, on pourrait dire que la France s'engage dans la PSDC, c'est-à-dire la politique de sécurité et de défense commune, qui est un certain nombre d'opérations décidées à l'échelle de l'Union européenne, et aussi dans certaines OPEX, c'est-à-dire opérations extérieures, où la France est amenée à déployer des troupes, mais généralement elle n'agit pas seule, elle agit avec des partenaires soit locaux, je pense par exemple à l'opération Barkhane au Mali, eh bien on intervient avec l'armée malienne, ou avec d'autres partenaires comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Et donc maintenant, les engagements internationaux, eh bien, la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire que le terrorisme aura plus de chances de frapper notre territoire qu'il pourra prendre le contrôle de certains États. Donc du coup, quand un État comme le Mali est menacé d'être contrôlé par des groupes terroristes, eh bien la France n'hésite pas à y intervenir, à y rester durablement le temps que le pouvoir en place se stabilise, forme une armée qui soit capable à long terme de résister contre cette menace. L'aspect humanitaire que l'on avait vu sur le territoire national n'est pas absent sur l'aspect international. C'est-à-dire qu'en 2010, un tremblement de terre avait dévasté l'île d'Haïti, et bien des moyens militaires français avaient été déployés pour secourir ce territoire. Et donc plus largement, un grand nombre d'opérations, et on remarque quand même la majorité d'entre elles sont soit en Afrique subsaharienne, soit au Proche et Moyen-Orient, globalement. Donc si on synthétise tout ça, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la France est une puissance diplomatique majeure. Mais cela lui donne aussi une responsabilité. Du fait de cette responsabilité, elle est amenée à intervenir dans un grand nombre de pays, tout en respectant les engagements internationaux, notamment sur le respect des droits de l'homme, des droits de l'enfant, etc., qu'elle a signés et qui l'obligent. La France intervient à l'étranger dans le cadre des OPEX, les opérations extérieures. Il peut s'agir de missions humanitaires, par exemple contre l'épidémie Ebola il y a quelques années en Afrique. Il peut s'agir de missions de maintien de la paix, c'est-à-dire que la guerre est arrêtée, mais on se maintient sur place pour s'interposer et éviter que les conflits reprennent. Ça va être par exemple l'opération en Centrafrique contre les groupes chrétiens et musulmans qui s'attaquaient. Bon, la France est intervenue pour s'interposer et essayer de faire en sorte que personne ne tue personne. Ou la lutte, là, très précisément, contre le terrorisme. Ça va être l'opération Barkhane au Mali ou l'opération Chamal en Irak. Donc finalement, on pourrait dire que la défense nationale a pour mission de sauvegarder la paix et veille autant que faire se peut, mais du moins en principe veille à essayer de diffuser les valeurs de liberté et de démocratie à travers le monde. C'est notamment, en tout cas, en raison de ces valeurs-là que la France justifie ses interventions. C'est-à-dire que quand la France intervient au Mali, elle ne dit pas on envahit le Mali. Elle dit on intervient à la demande du gouvernement malien démocratiquement élu pour ne pas qu'il soit déstabilisé par un groupe armé qui tente de faire un coup d'État. Donc elle le justifie au nom de la liberté et de la démocratie. Sur le sol français, son rôle est d'assurer la sécurité du territoire et la protection de la population, mais même à l'étranger, elle continue cette mission de protection de la
population en luttant contre la piraterie, les preneurs d'otages, etc. Donc, la défense, c'est vraiment quelque chose à considérer au sens très large, qui regroupe une grande variété d'acteurs, armée de terre, armée de l'air, marine, gendarmerie, qui ont des missions très variées, qui peuvent aller de l'intervention humanitaire ponctuelle à une intervention militaire de longue durée, en quelque sorte. Et enfin, pour que la démocratie soit valable, pour que cette défense fasse sens, eh bien, il faut qu'elle se fasse au nom de l'ensemble des citoyens, d'où le fait que, à travers la JDC par exemple, eh bien, on garde un contact entre l'ensemble de la nation et son armée. Le but de l'armée française, c'est d'être le plus ouverte possible sur la société civile. Et l'armée témoigne de cette ouverture à travers la JDC, mais à travers aussi, par exemple, l'emploi des réservistes, qui font finalement le lien entre le monde civil, parce que les réservistes sont des civils, et l'armée, parce qu'ils font des missions pour l'armée dans le cadre militaire, en respectant les codes militaires. Voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre de MC. N'oubliez pas de faire le QCM que je mets en ligne. Vous avez jusqu'à jeudi pour le faire. Après, comme c'est un jour férié et que vous avez eu quand même beaucoup d'études de cas à faire, je vais lever le pied. Il n'y a pas d'autre travail à faire. On reprendra juste la semaine prochaine, où là, nous commencerons un nouveau chapitre de géographie consacré aux territoires ultramarins, qui sont donc hors de la France métropolitaine. Des territoires français, mais hors de la France métropolitaine. Ça va être les DROM, comme la Guadeloupe, la Martinique, et aussi les COM, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, etc.